L'A/B testing est utilisé par de nombreuses sociétés pour améliorer les performances marketing de leur site web. Je vais vous révéler 3 méthodes efficaces pour obtenir des résultats en A/B testing. Si vous ne connaissez pas encore la notion d'A/B testing, je vous invite à regarder la vidéo Qu'est-ce que l'A/B testing avant de visionner celle-ci. Aujourd'hui, nous allons aborder donc 3 sujets, l'analyse de données, l'expérience utilisateur et la typologie de page. Alors la première méthode, c'est l'analyse de données. Les premières informations que vous allez observer sont concernant les devices, qui sont les supports utilisés par vos visiteurs. En connaissant le support sur lequel consulte votre audience, vous aurez en main une information qui est précieuse. Vous en saurez davantage sur les habitudes de vos clients. Étudiez chaque support en prenant en compte son trafic et son taux de conversion. Un trafic conséquent sur mobile, avec un meilleur taux de conversion sur ordinateur, pourra orienter vos pistes de réflexion sur une stratégie responsive design, qui est le fait de faire en sorte que vos pages soient visibles et lisibles aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Soyez attentif au support le moins utilisé pour dégager des axes d'amélioration. Le but va être de mettre à profit l'A/B testing en identifiant et en déterminant tout ce qui sont des freins bloquants pour vos utilisateurs, pour vos clients. On a souvent tendance à vouloir nous concentrer sur les pages les plus performantes du site, en négligeant celles dont le taux de conversion est faible. C'est une erreur. Concentrez-vous sur les pages qui ne convertissent pas ou peu, ce qui va vous permettre d'obtenir une marge d'amélioration plus élevée et donc plus de résultats. C'est toujours plus facile d'augmenter le taux de conversion d'une page qui convertit mal aujourd'hui et de passer d'un taux de conversion assez faible et de faire un x2 dessus plutôt que d'aller chercher le 1% supplémentaire sur une page déjà optimisée. Vous pouvez vous demander pourquoi les utilisateurs ajoutent un produit au panier sans acter leur achat, ce qu'on appelle un panier abandonné. Est-ce que c'est un problème lié à l'affichage des photos, à la confusion sur la taille ou d'autres informations produits? Moi, il m'est déjà arrivé dans un panier, dans un tunnel de vente, de ne plus savoir exactement ce que j'avais acheté. Je connaissais mon produit, mais pas ses options, ou plus ma taille. Et il y a un moment, étant perdu, je suis revenu en arrière, puis j'ai abandonné ma session. À partir de là, vous pouvez avoir des hypothèses. Formuler ces hypothèses en fonction des habitudes et en fonction du comportement de vos visiteurs. Et donc, à l'étape 2, vous allez pouvoir définir ce qui vous fait faire des prospects et d'en dégager des axes d'optimisation prioritaires sur les trafics qui est perdu sur vos pages. Hyper important pour vous de définir l'ensemble des étapes de votre tunnel et de voir où est-ce que votre prospect s'en va, où est-ce qu'il quitte le tunnel de vente, ce qui vous permet derrière de définir des priorités, de dire on va optimiser telle étape, puis après telle autre étape, et on va faire ça de manière prioritaire. La méthode numéro 2, c'est l'expérience utilisateur. Ce qu'on va appeler UX ou expérience utilisateur, c'est désigne l'expérience qui est faite par un individu sur un produit ou un service. D'un point de vue marketing, l'UX indique la conception qui prend en compte l'ensemble des éléments qui sont liés au produit, mais aussi aux besoins de l'utilisateur. Et gardez toujours en tête cette notion de besoin qui est essentielle. Un visiteur sur votre site internet n'achète pas le produit pour vous faire plaisir. Il l'achète parce que ça répond à un de ses besoins. Pour obtenir des résultats, il va falloir étudier et optimiser le ressenti de votre visiteur sur l'ensemble de vos supports digitaux, en observant, en analysant et en comprenant l'usage pour proposer à un utilisateur, à votre utilisateur, la meilleure interface, ce qu'on va appeler UI ou User Interface. Pour bien cerner l'expérience utilisateur, vous devez isoler chaque élément en vous demandant s'il dispose d'un intérêt à cette étape du parcours client. Il faut pouvoir mesurer son intérêt avant d'imaginer son design. En faisant comme ça, vous allez gagner du temps, mais aussi de l'argent. Alors voici quelques éléments sur lesquels vous pouvez vous attarder dès maintenant. Votre page panier, soignez-la et surtout épurez-la. Enlevez tout ce qui n'est pas utile. Il faut que chaque information elle soit claire et que vous n'ayez aucun frein que votre visiteur pourrait subir avant son achat.
Bien souvent, le fait de montrer cette page panier à des personnes de votre entourage ou à un test que vous allez faire avec des personnes que vous ne connaissez pas pourra vous permettre d'avoir les points d'amélioration. Le prenez pas pour vous quand on vous dit mais ça je comprends pas ou ça c'est bizarre ou ça c'est nul. Prenez-le comme un utilisateur qui a une mauvaise perception de votre panier. Tous vos call to action, les fameux CTA, les boutons d'appel à l'action. Ces boutons d'appel à l'action doivent nécessairement dégager un côté rassurant à travers leur design, que ce soit la couleur, la typographie que vous allez utiliser, la forme du bouton ou la taille du bouton. Votre bouton doit être suffisamment grand pour qu'on le voit, mais ne doit pas cacher l'information essentielle. Il doit avoir une couleur qui tranche avec votre charte graphique et en même temps avoir une forme qui rappelle les boutons d'appel à l'action des autres sites internet pour qu'on sache que c'est un bouton d'appel à l'action. Et aussi à travers tous les mots que vous allez choisir pour mener à l'action. L'ensemble des mots que vous allez mettre dans vos pages, étape par étape, que ce soit sur la découverte de votre marque, la découverte de votre produit, mais que ce soit aussi tous les messages d'erreur qu'on oublie bien souvent, ils doivent nous rassurer et nous accompagner pour aller quelque part. Bien souvent, moi j'ai vu par exemple des messages d'erreur où on nous dit « il y a eu une erreur ». Cool. Et qu'est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je fais? Qu'est-ce que tu attends de moi pour corriger cette erreur? À minima, c'est de me dire où est-ce qu'il y a eu cette erreur et idéalement, comment je peux la corriger? Peut-être me redonner le format, bien souvent on a des erreurs dans les formulaires, me donner le format que tu attends, sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. La méthode numéro 3, c'est la typologie de page web. Hyper important de garder en tête la notion de proposition de valeur. Cette proposition de valeur, c'est une formule de coût versus un avantage calculé. Inconsciemment, dans l'esprit de l'utilisateur, lorsqu'il est confronté à votre support, que ce soit votre site web, une page d'atterrissage, une publicité, ou tout autre message que vous allez pouvoir lui envoyer et lui exposer, il va se poser des questions. Et si les avantages qui sont perçus prennent plus d'importance que le coût perçu, alors vos visiteurs sont prêts à passer à devenir prospects, à passer en phase de conversion. Et en quelques secondes, 5 secondes en général, votre visiteur doit être en mesure de comprendre votre proposition de valeur, et ce, sur chacune de vos pages web. Alors pour ça, moi je vous propose d'utiliser un modèle qu'on appelle LIFT, Landing Page Influence Function for Test, LIFT, fondé sur 6 facteurs de conversion qui permettent d'évaluer chaque page de votre site d'un point de vue de l'utilisateur. Alors regardons ensemble ces 6 facteurs, que sont la proposition de valeur, la pertinence, la clarté, l'urgence, l'anxiété et la distraction. La proposition de valeur, le modèle montre que le support qui fournit un potentiel de taux de conversion est la proposition de valeur la plus importante. C'est le facteur essentiel. Si vous devez en garder un seul des 6, gardez en tête la notion de proposition de valeur. Les 5 autres facteurs, eux, sont des facteurs de conversion ou des freins à la conversion. Donc le modèle LIFT nous dit chacune de votre page, de votre site internet, quelle que soit la page, doit avoir une proposition de valeur qui est claire. Je dois comprendre pourquoi je suis là. Le point numéro 2 du modèle LIFT, c'est la pertinence. Est-ce que votre page d'atterrissage correspond à ce que le visiteur pensait voir? Quelle est la pertinence de la proposition de valeur et du contexte du média? Et les deux doivent être liés. Votre page doit utiliser des termes auxquels votre visiteur s'identifie et être cohérente avec les liens qui amènent à cette page. Sinon, votre visiteur est désorienté et il quitte la page. Le point numéro 3, c'est la clarté. Votre page d'atterrissage, est-ce qu'elle énonce clairement votre proposition de valeur et son appel à l'action? La clarté, c'est un aspect qui est le plus fréquent dans ces 6 aspects dans les problèmes que ça pose aux spécialistes du marketing. Comment être clair pour des visiteurs qui sont parfois différents, qui viennent d'horizons et de cultures, d'habitudes différentes? Comment on fait quelque chose de clair qui soit à la fois clair et universel? Quand on parle de clarté, concrètement, on parle de la conception, du design, de la mise en page et du contenu. Il faut concevoir de façon claire pour créer un flux visuel
dans votre page qu'il n'y ait pas d'entrave, qu'on comprenne où vous nous amenez. La clarté du contenu va garantir que l'ensemble des images et du texte se combinent pour avoir un temps de compréhension le plus court possible. Le point numéro 4, c'est l'urgence. Est-ce que dans votre page, vous indiquez à un moment que l'action doit être prise maintenant? Parce qu'aujourd'hui, sur la plupart des sites internet, que je fasse mon achat maintenant, dans 1 heure ou demain, ou la semaine prochaine, ou jamais, ça ne change rien. L'urgence, elle a 2 composantes. Les composantes internes, c'est ce que ressent le visiteur à son arrivée. C'est ce que lui, il vit. Ça peut être urgent par rapport à sa situation. Et ça peut être externe. Et c'est là où vous pouvez influencer, en tant que responsable marketing, ce que vous allez présenter à votre visiteur. On voit bien aujourd'hui sur des sites comme Booking ou Airbnb qui nous informent que quand je suis en train de regarder un logement, il y a déjà eu X personnes qui ont regardé le même logement à la même période que moi. Ou qu'il ne reste plus qu'un produit, qu'une unité à vendre sur le site et qu'il faut que je me dépêche. C'est cette notion d'urgence. La notion d'urgence interne, elle est généralement préexistante. Lorsque le visiteur arrive sur la page, c'est quelque chose qu'il est en train de vivre. Donc le ton de la présentation, les offres et les délais, eux, vont influencer l'urgence externe. Et enfin, on va finir par 2 obstacles à la conversion, que sont l'anxiété et la distraction. Commençons par le point numéro 5, l'anxiété. Quelles sont les réticences potentielles de votre visiteur à entreprendre l'action de conversion? L'anxiété va dépendre de la crédibilité que vous avez pu construire en amont et de la confiance qu'il a. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on ne va pas juste travailler sur votre page de vente. On va le travailler sur l'ensemble de votre site internet pour optimiser le niveau de confiance, le niveau d'autorité que vous avez et pour rassurer votre visiteur, votre prospect, pour que son niveau d'anxiété soit le moindre possible en se disant mais si j'achète le produit, est-ce qu'on va bien me le livrer? Est-ce que le service auquel je suis en train de souscrire, il est qualitatif? Et le point numéro 6, qui est la distraction. Y a-t-il des éléments sur la page qui pourraient détourner le visiteur de son objectif? Plus vos visiteurs ont d'éléments visuels et d'options d'action à traiter, moins ils sont susceptibles de prendre une décision de conversion. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Une page d'atterrissage, un tunnel de vente, un objectif. N'essayez pas de faire plusieurs choses à votre visiteur, sinon vous prenez le risque qu'il ne fasse rien. En réduisant au minimum les distractions, telles que les options de produits inutiles, les liens, les informations superflues, vous augmentez le taux de conversion. Moi, bien souvent, je l'ai vu, où on va me créer une nouvelle page sur le site internet qui va garder l'ensemble de la mise en page classique avec un menu haut, un menu sur le côté, et on va me dire ça, c'est une page de vente. Et puis là-dessus, on va acheter du trafic sur, par exemple, Google Ads, et on va payer 1 euro le clic, 50 centimes le clic, et on va envoyer du trafic là-dessus. Et on ne va pas comprendre pourquoi 20% des clics vont cliquer sur le logo pour revenir à la page d'accueil. Donc on va payer plusieurs centaines ou milliers d'euros pour des gens qui vont venir sur notre page et qui vont fuir la page. Donc on va réduire ce genre de choses, on va enlever les menus, on va être ultra efficace. Moins on aura d'informations superflues, plus on va avoir un taux de conversion élevé. Dans chacun de ces 6 facteurs de la méthode LIFT, on trouve de nombreux conseils et de sous-facteurs qui peuvent être utilisés par vous, par des experts en taux de conversion pour élaborer des hypothèses à tester et pour s'améliorer au fur et à mesure. Concrètement, le modèle LIFT implique de se mettre en place du client afin de lui proposer des solutions qui répondent à son besoin. Et si vous me suivez, vous savez que souvent je parle du persona et de son besoin comme étant le début de votre réflexion et comme étant la base, les sous-bassements de votre stratégie. Si votre persona et son besoin sont clairs et si vous faites un focus sur le fait de répondre à votre persona et à votre besoin, vous allez être efficace. Et bien dans le cas de la B-testing, c'est la même chose. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par ces leviers de fidélisation, le mieux est encore de prendre le temps d'en discuter ensemble. À tout de suite.